Bienvenue! Bonjour! Mon nom est Karine Aristide, instigatrice de Elle a osé. Et on vous accueille une deuxième fois. C'est notre deuxième émission, Elle a osé. Et c'est un grand privilège pour moi d'avoir Maître Véronique Sémédecin avec nous. Vous allez voir pourquoi on l'aime beaucoup. On est très, très choyés de l'avoir dans notre région. Alors, Véronique, bienvenue, bienvenue. On est vraiment contente de t'avoir avec nous en studio. Alors, parle-nous de toi. Bonjour, parle-nous de toi. Oui. Que voulez-vous savoir? Ah, par le début. Par le début. Qui es-tu? Bon ben, ok, je suis née à Port-au-Prince. J'ai émigré au Canada avec ma maman. On s'est établi à Québec, ville de Québec. Et puis donc, j'ai fait ma scolarité à Québec. Et puis, j'ai fait mon bac en droit à l'Université Laval à Québec. Pour ensuite faire le barreau du Québec. Et j'ai bifurqué après le barreau pendant le stage. J'ai travaillé un petit peu en secrétariat et ensuite j'ai fait mon notariat à l'Université de Montréal et je suis venue ici parce que j'avais trouvé un stage. Donc, moi, j'avais pour philosophie que là où tu trouves emploi, là où tu iras. Wow, fait que t'as été employée pendant combien d'années? Ben, en fait, j'ai fait mon stage qui durait 8 mois comme notaire, stagiaire notaire pendant 8 mois. Ensuite de ça, j'ai travaillé environ 6 mois comme de février jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 1er octobre, j'ai été employée en 2010. OK. Et le 1er octobre, j'ai ouvert mon propre bureau. OK. Puis, est-ce que tu as toujours pensé que tu allais atterrir en tant qu'entrepreneur ou bien c'est quelque chose qui t'est venu par surprise? Je sais pas si j'y ai pensé ou il y a toujours un peu de naturel dans ce que tu fais, dans ce que tu choisis. Ça a commencé un peu drôlement. Quand je gardais des enfants, souvent il y avait les vendredis, j'avais des appels pour 2 endroits. Là, j'étais comme, oh non, je dois dire non au deuxième. Puis finalement, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je dirais pas non au deuxième. Je lui disais, amène-moi tes enfants chez moi. Puis je m'étais organisée avec ma maman, on les avait tous été. Fait que je recevais le deuxième enfant chez moi. Donc là, au lieu de garder un seul enfant, j'en gardais 2 ou 3, mais j'avais le double de la paye. Reste là. Donc ça, c'était mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Ensuite... Avec quel âge en ce temps-là? J'ai commencé ça à 12 ans. Nice. Et vers les 13 ans, un été que je m'ennuyais beaucoup et que je sortais pas beaucoup, ma mère a rencontré une dame qui s'appelle Michelle Wainwright, qui avait un petit salon de coiffure et une petite boutique dans le Vieux-Québec et qui a dit « Qu'est-ce qu'elle fait ta fille cet été? » « Oh, ma fille, elle est une plaie, elle est assise chez nous puis elle attend. » Une plaie? Oui, ben c'était ça que j'étais, là, un ado, là, comme une tache, là, tu sais qu'elle mange, tu sais qu'elle respire parce que de temps en temps, tu vois que les toasts s'en vont. Prends une douche de temps en temps, faut que tu lui dises « Hey, sors de chez toi! » Et puis, dans le fond, cette dame-là, elle dit « Ah, ben, si elle a rien à faire, est-ce qu'elle s'est stressée? » Elle dit « Ouais, elle se débrouille. Si elle a rien à faire, dis-lui de venir me voir. » Donc, je suis allée un de ces samedis l'aider pour faire finir les bouts de tresse. Donc, j'ai fait des tresses, je suis arrivée là. Il y avait une jeune fille de peut-être 14-15 ans avec les plus longs cheveux que j'avais jamais vus, qui avait demandé comme cadeau si elle passait son année scolaire avec des bonnes notes des tresses. Fait que j'ai tressé. Oui, c'était pas si pire. Elle me donnait 5 de l'heure. C'est bien quand même à cet âge-là. Donc, j'avais 13 ans, elle me donnait 5 de l'heure, puis j'avais en plus souvent quelqu'un qui me ramenait à la maison. Ils me traitaient comme leur enfant, ils me donnaient mon dîner si j'avais oublié. Donc, c'était vraiment très agréable. Donc, au fil du temps, j'ai appris. Donc, j'ai appris plus. Il y avait toujours des nouvelles filles qui venaient, qui m'apprenaient des choses. Et puis, est-ce que tu sais faire telle chose? Ben, je pense que oui, je vais essayer. Donc, de fil en aiguille, ben, je suis devenue la fille qui montrait aux autres.
Hmm. Et tranquillement, ben, à l'école, ben, ça s'est su que je savais faire des tresses. Donc, hey, veux-tu me tresser? Bon, je sais pas, là, je suis pas sûre que je suis assez bonne, mais OK, je peux essayer. Fait que j'ai fait des tresses. Ça a payé une partie de mes études, le gras, l'extra. Wow! Puis, comment t'as, t'as décidé d'entrer dans ce domaine-là? Les études que tu as entreprises, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine? Le droit, Oui. c'est un peu un hasard. J'ai étudié en histoire, arts et lettres, en tout cas. C'est une espèce de programme au cégep Mhm. fourre-tout. C'est pas tout à fait sciences humaines, c'est un petit sciences humaines plus, sauf que quand je parlais au professeur, il te disait, ah, ben, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je savais pas trop, puis il disait, ah, ben, t'aimes-tu l'histoire? J'aimais ça, mais j'avais un très grand problème avec les répétitions. Hmm. Donc, comme j'étais toujours en train de dire, mais ça n'a pas de sens, ils font les mêmes guerres sur les mêmes sujets. Puis, fait qu'un jour, c'était la semaine carrière, donc il y avait toutes les universités, les différents pamphlets. Donc, j'ai ramassé, je suis pas arrêtée à chaque poste, mais chaque table que je passais, je prenais une feuillet, puis je partais chez moi avec ça. Et puis, bon, à l'heure des décisions, il y a un des professeurs qui avait dit, bon, si dans les 40 étudiants, s'il y en a 2 qui s'en vont en histoire, bon, ils ont peut-être de l'emploi pour eux. S'il y en a 2, 3 en archéologie, peut-être il y en a de l'emploi pour eux. L'enseignement, ça vous tente pas. Puis moi, je fais comme, enseigner quoi? Enseigner aux enfants, je pouvais même pas m'imaginer la patience que ça prend. Donc, Hmm. et puis, j'ai un ami qui m'a suggéré le droit. J'ai fait comme le droit, pourquoi? Pourquoi pas? Donc, moi, j'étais un petit peu casse-cou dans la vie. J'ai pas toujours beaucoup d'idées ou je suis pas rapide à décider, mais je me suis inscrite j'ai fait des demandes d'admission à 2 universités dans le même programme tous les deux. Rien d'autre. Hmm. Donc, c'est comme ça que je me suis ramassée en droit. Je pensais, j'avais des grandes visions de voyage, un peu glamour, là, un peu à la façon de Hollywood, du Mhm. droit. Bon, c'est pas tout à fait ce que je fais. Mais c'était ça que j'avais comme vision. Je croyais, je pensais, je sais pas moi, aller faire des missions internationales. C'était le droit international privé, le droit public. Un peu, j'ai grandi, pendant que j'étais en Haïti, j'ai grandi entourée des gens des Nations Unies et de toutes ces OSBL et ONG géantes. Donc j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire. C'est pas ce que je fais exactement, mais c'est ce qui m'a inspirée. Donc, Hmm. Bon, je peux parler pour moi-même. Je n'ai pas tout à fait la notion de la différence entre le droit et le notariat. Alors, ça se dit comme ça, notariat? oui. Oui, OK. Peut-être tu peux nous expliquer la différence, puis pourquoi tu as choisi de cette direction-là au lieu du droit. Ben, en fait, le droit et le notariat est dans le droit. OK. Donc, c'est une branche du droit. C'est que, dans le fond, ça nous ramène à la conquête du Québec par les Anglais. Et Intéressant. dans le fond, c'est qu'il y avait déjà la coutume de Paris qui était appliquée par les habitants. Donc, ces gens-là, quand il y a eu la conquête, les Anglais ils ont donné le droit civil puis le droit public anglais. OK. Les gens ont continué à utiliser leur droit civil à la française en utilisant la coutume de Paris et ils ont très bien adopté le droit public anglais par rapport, par exemple, au droit criminel. Quand on sait que d'après le droit anglais, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire versus le droit français. Donc ça a été très bien compris. Donc, un peu plus tard, les Anglais sont venus confirmer que le Québec avait le droit d'utiliser le droit civil français. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une distinction entre les avocats et les notaires. C'est que les notaires faisaient surtout le droit civil, le droit des gens par rapport les titres de propriété, les testaments. C'est plus dans l'accompagnement de la vie courante, quand tu prends le contrôle. Puis les avocats, ben eux, ils allaient à la cour. Donc, si on voit
de l'autre côté de la rivière. Pour eux, les avocats, c'est écrit sur leur porte Barrister and Solicitor. Barrister pour le barreau, donc la toge et tout ça. Oui. Solicitor, c'est eux qui vont faire des testaments, des mandats, mais aussi des titres immobiliers. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai commencé mon stage et je me suis pas sentie à ma place. Tout simplement. J'ai pas senti l'appel. Autant j'aimais le droit, je croyais que j'étais au bon endroit, mais pas tout à fait dans les bons souliers. OK. Donc, j'ai quitté parce que je me sentais pas à l'aise. Je me souviens que tout autour de ma mère, c'était comme, oh my God, qu'est-ce qu'elle vient de faire là, ta fille? Elle est perdue. Wow. Puis, quelques mois après, quelqu'un m'a donné une autre direction. Dans le fond, il y a peut-être une centaine de diplômés par université annuellement en droit, mais peut-être dans mon temps, il y avait 10 personnes qui choisissaient d'aller en notariat. Ça, il y a eu des périodes un peu plus élevées. Je pense que quand moi j'ai gradué, on était 40 par année, mais ce qu'on veut dire par université, là, ça fluctue un peu. Fait que c'est une centaine de notaires reçus par année versus peut-être 300-400 avocats. Wow. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis ramassée en notariat. C'était un peu un désir de faire le droit autrement. Oui. La partie qu'on n'est pas en confrontation. Donc, intéressant. Fait que c'est plus le lien avec le client qui t'intéresse dans le fond. Oui. C'est ça. Le lien, mais aussi comme tu règles les problèmes, tu trouves des solutions pour chaque problème, mais au jour le jour, c'est pas les gens viennent pas te voir parce que le problème est criant et que là il y a un grand péril. Ils viennent te voir avant le péril. Donc moi j'aime. Oui. Fait qu'un peu de prévention. Ouais. Intéressant. Et peut-être on peut revenir lorsque tu disais que tu étais employé à un moment donné, puis tu as décidé d'ouvrir ton propre cabinet. Ouais. Alors, tu disais que la fibre entrepreneuriale était déjà là depuis que tu étais toute jeune. Est-ce que c'est vraiment ça qui est revenu en toi qui t'a fait faire, OK, je me lance? Ou bien c'est quoi exactement qui t'a fait prendre cette décision-là? Je voulais contrôler mon temps, contrôler mon agenda, contrôler comme mes réponses ou avoir un certain contrôle sur mon devenir. Oui. Employé, tu n'as pas de contrôle. Même si tu es dans une profession libérale, tu as quand même une espèce de discipline d'études à avoir. Donc, on va, disons, c'est notre ligne de conduite, on va l'adopter tous ensemble. Tandis que tu vas avoir à te rapporter à quelqu'un, rapporter sur le temps travaillé, sur le temps facturable et tout ça. Alors que quand tu es à ton compte, ben, tu es responsable de la réussite, mais tu es aussi responsable des échecs. Tu portes sur toi l'ensemble des risques. Oui. C'est ce qui fait peur à beaucoup de gens pour se lancer, mais c'est ce qui fait que ce qui rend la chose plus intéressante. Absolument. Mais en parlant de succès et d'échecs et de risques et tout ça, c'est quoi ta définition de succès? Pour Véronique, ça veut dire quoi, avoir du succès? Avoir du succès, c'est réussir à, dans le fond, contrôler ton devenir, amener tes dossiers à terme, amener ta famille à une espèce de confort. Confort, pour moi, c'est plutôt pouvoir être là pour mes enfants. Oui. Tu sais, je voulais, comme travailleur, avoir ce contrôle de mon temps et de la qualité de temps que je peux passer avec mes proches. Donc, en étant à mon compte, mon enfant malade, ben, il est chez moi ou il est au bureau avec moi. Donc, je suis présente dans leur vie. Oui. Je peux mettre la réussite, c'est d'être capable de tant travailler pour moi que de pouvoir prendre le temps d'aller à l'activité scolaire. C'est de la présence. Absolument, j'aime ça. C'est vraiment bon. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de femmes ou peut-être des hommes aussi qui se demandent, est-ce que c'est vraiment possible d'être capable d'avoir un revenu qui est assez considérable pour qu'on puisse justement avoir cette sécurité
avoir euh, le, le, le revenu nécessaire pour pourvoir aux besoins de notre famille, tu vois? C'est certain que regarder, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'heures. Mhm. Mais dépendamment de quelles sont les attentes que vous avez, ça se fait. Aussi, je fais encore une danse de la joie à la réception des dossiers. Oui! Je suis encore toute, ça m'allume encore. Je suis encore heureuse à chaque année puis à chaque mois de voir que je réussis à faire mes chiffres. Je pense que faut se fixer des objectifs puis il faut se donner des moyens de les atteindre. Il y a pas la réussite, c'est pas juste d'aller au bureau puis d'être là tous les jours, c'est d'aller chercher. Oui. De savoir que, dans le fond, c'est un acte de foi être à son compte, hein, parce que tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui s'en vient devant toi. Oui. Fait qu'il faut que tu crois sincèrement que ce qui s'en vient est meilleur. C'est bon, ça. Oui, puis c'est au jour le jour, dans le fond. Oui. C'est ça. Wow. Est-ce que il y a des moments où ce que tu trouves que tu as peut-être fait des choix que tu regrettes ou peut-être que tu considères comme des échecs? Puis qu'est-ce que tu as appris de ces choses-là? Je pense qu'à partir du moment que tu te bases trop sur les échecs et non sur l'apprentissage que tu fais dans tes échecs, c'est là que tu avances moins. Fait que dans le fond, est-ce que j'ai fait des choses que je regrette? Je dirais non, parce que chacune de ces choses-là font ce qui tu es. Oui. Fait que dans le fond, c'est pas tes échecs qu'il faut que tu regardes, c'est comment tu t'es construit dessus, comment tu as essayé de faire pour ne plus les répéter et quelle stratégie tu as adoptée. Est-ce que j'ai des choses que je me dirais, j'aurais peut-être pas dû? Oui, mais dans l'ensemble, je me dis, c'est de l'apprentissage. C'est ça. C'est vraiment beaucoup d'apprentissage. Sur le marketing, tu vas apprendre sur comment gérer tes finances, le début. Je vais te demander de mettre une pause sur cette idée, puis on revient tout de suite. Alors, on parlait justement des différentes leçons qu'on prend lorsque on fait des choix peut-être qui sont pas les meilleurs choix pour nous. On veut pas dire que c'est des échecs parce que comme tu disais très bien, ça fait partie de qui on est après ça. Alors, tu peux continuer à nous parler un peu de ce sujet-là. Ben, dans l'apprentissage, qu'est-ce que j'ai appris? Oh mon Dieu, j'ai beaucoup appris en marketing. Oui. En présentation, comment être avec les autres, mais aussi, c'est quoi les attentes quand tu fais des activités de marketing? Qu'est-ce que c'est qu'une promotion réussie? Qu'est-ce que c'est quelles sont les attentes que tu peux mettre là-dessus? Gestion des employés, oh my God, ça, je pense que ça, dès que tu as géré un ou deux ou des employés, tu comprends très vite qu'il y a des grands défis là-dedans. Ouais. Parce que tu gères de l'humain. Tu gères des attentes. Puis, pour moi, c'est tellement important, l'employé, son bien-être et aussi, pas juste son bien-être, mais je pourrais pas concevoir d'engager quelqu'un si je suis pas vraiment 100% prête à assumer tous les frais qui viennent avec. Oui. Je comprends même pas, des fois, j'écoute des collègues qui me disent, ben, écoute, je ferme peut-être entre Noël et le jour de l'an, puis ou je ferme pendant 2 semaines, puis c'est tout. Je fais comme, ben, t'as-tu lu la loi qui dit que tu dois lui payer telle date au moins? Oh, oui, je ferais ça. Bon. Non, c'est pas un ouais, c'est vraiment, faut que tu prennes toutes les composantes. Faut que tu apprennes la gestion, les finances. Il y a beaucoup d'apprentissage qu'on doit faire là-dedans parce que au début, ton entreprise va commencer doucement, 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 puis à un moment donné, il va prendre un élan, puis dans cet élan-là, il faut pas partir en fou, puis il faut savoir le calculer quand est-ce que ça va être plus bas aussi. That's right. Donc, prévoir les jours maigres, savoir gérer. Je pense qu'une des choses qui m'a fait le plus de peine à faire dans le passé, ça a été de faire un licenciement. Donc, demander à des employés de quitter parce que je voyais les chiffres venir et j'étais comme, oh non, ça marchera pas, là. Le calcul ne se fait pas. Aussi, apprendre à se choisir. Choisir son temps, choisir soi, choisir notre famille, ne pas remettre plus tard. Tu sais, des fois, je préférerais gagner
20-30 000 de moi, mais être capable d'être là pour mes enfants, faire les devoirs, puis faire mon souper le soir, que de faire... tu fais 20-30 000 de plus ou même 50 000 de plus, mais tu n'es jamais là, puis c'est une nounou. J'entends des amis qui ont eu ça, puis ils me disent « Oh my God, je connais pas mes parents, j'ai appris à les connaître à partir de 12-13 ans. » Non. Oui, tout à fait d'accord. Puis comme tu disais, c'est ça, ça fait partie du succès, dans le fond, surtout en tant que parents et tout ça. C'est tellement important pour nous. Parce qu'en bout de ligne, on fait ça pour eux, hein? En bout de ligne. Si on les voit même pas, c'est drôle. Exactement. Fait que j'aime ça, ce que tu dis, puis par rapport d'avoir, tu sais, cette liberté de choisir notre temps, puis d'être capable d'être là pour nos enfants, c'est tellement clé. Je sais pas si tu aurais un conseil concernant celle qui pense peut-être se lancer à temps plein, peut-être qu'elle fait ça à temps partiel, justement parce qu'elle veut avoir un revenu stable qui est là jusqu'à ce que son entreprise puisse prendre de l'élan. Peut-être quelques conseils pour quelqu'un qui a peur de faire le saut? En fait, j'ai beaucoup de difficultés avec l'entrepreneuriat et un emploi stable parce que à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a un qui va devoir prendre le dessus. C'est sûr, sûr, sûr. Je pense qu'avant de faire un saut sur quoi que ce soit, il faut avoir fait vos propres projections, vos calculs, puis être prêt. Donc, être prêt, être préparé, aller chercher de l'aide. Il y a différents programmes qui existent, il y a du mentorat d'affaires. Écoutez, j'apprends encore, puis je vais en prendre encore des années. Fait qu'allez vous chercher un mentor, allez vous chercher des aides. Il y a différents programmes qui peuvent vous aider à vous préparer sur la planification financière, la planification je sais pas moi, la TPS-TVQ, la préparation des états financiers, la préparation des rapports TPS-TVQ ou whatever, tout ce que vous avez besoin en comptabilité pour pouvoir être prêt. Aussi, donc, être prêt, puis être prêt au creux. Parce que c'est pas si la vie est un long fleuve tranquille, je pense que ça serait vraiment très plate. Oui. Fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est aussi dans l'entrepreneuriat. Dans l'entreprise, ben tu sais jamais vraiment, mais faut que tu sois prêt à tout faire et être capable de tout faire seul. Donc, si ta philosophie, c'est de penser que je vais partir à mon compte, là, puis je vais avoir une petite secrétaire, je vais avoir un assistant personnel, je vais avoir ci, je vais avoir ça, all right. Tu peux. Oui. Mais tu vas peut-être trouver que finalement, il ne reste plus beaucoup dans la paye. Par contre, il faut que tu sois capable de tout faire. Donc, quand tu as ton entreprise, ton petit salon ou ta boutique, il faut que tu sois capable de nettoyer les toilettes, nettoyer le plancher, arranger tes choses, savoir comment faire ton inventaire, savoir comment parler, régler des problématiques avec les clients. Donc, tu as du service à la clientèle à apprendre, comment gérer les fournisseurs, comment gérer le devenir et le futur. Si tu es capable de tout faire ça, ben saute. Et quand tu sautes, ben c'est normal que trimestriellement ou même annuellement ou même mensuellement, tu vas remettre en question. Le doute va t'aider à avancer. Donc, sans doute, le doute te fait peur, mais t'exige de remettre en question les choses pour pouvoir avancer. Ah, exactement. C'est bon, ça! C'est excellent. J'aime vraiment ça. Peut-être un mot de la fin. Je sais que tu es très impliquée avec plusieurs organismes. Si tu veux nous parler un peu de ça, puis aussi où est-ce qu'on peut te trouver, absolument, là, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont vouloir te suivre. Bon, on me trouve dans mon petit bureau. On me trouve sur Facebook. Donc, j'ai une page Facebook professionnelle. J'ai aussi une page LinkedIn. Je poste normalement une chose par semaine, une petite question. Je vous fais travailler votre cerveau, là. Bon, cherchez vos idées, vos stéréotypes et idées préconçues sur le droit. Je m'implique avec les immigrants. Beaucoup. Le CITO, c'est une cause qui me tient à cœur. Donc, arriver au Canada, le défi. Puis, sachez que il y a un très haut nombre d'immigrants qui vont devenir plus tard des entrepreneurs.
Absolument. Entrepreneur par choix ou entrepreneur comme un peu obligé des fois parce que ton parcours et ce que tu as est différent. Donc ça me touche beaucoup. Aussi, je m'implique avec le RAF, donc regroupement Affaires Femmes, donc la cause des femmes, je trouve que c'est important. Être femme, être noire, être francophone, là, tout le monde me dit que là, c'est des minorités. Si on traverse la rivière, t'es une triple minorité. Je suis comme, Wow, OK. écoute, j'aime pas tous ces mots sur minorité, je pense que c'est surtout de prendre sa place. Exactement. Je suis très d'accord avec toi. Puis dans l'implication, c'est un peu prendre sa place. Oui, tout à fait. Donc, me trouver. Je suis un peu partout, je suis un peu tout le temps là. Et Véronique sera aussi l'une de nos expertes dans nos groupes Mastermind. Alors, on est très contente de l'avoir puis de commencer ça très bientôt. Alors, peut-être un petit conseil de la fin et puis on pourrait continuer longtemps, hein, mais oui, on va clôturer là parce qu'on peut parler 1 heure. Hein? Faites-vous confiance. Oui. Puis, écoutez, montrez-vous à votre vrai jour, c'est ce qui va faire votre différence, c'est ce qui va faire que les gens vont vous apprécier et votre authenticité, qui vous êtes. Fait que dans votre entreprise, s'il y en a une, ou dans votre famille, votre étincelle, ce qui vous anime va transparaître. Donc, laissez-vous éclore comme une fleur. Montrez qui vous êtes. J'aime ça. Wow, merci beaucoup, Véronique. Et puis, merci à vous, vous toutes, vous tous, d'avoir été avec nous. Puis, on vous invite à continuer à regarder nos épisodes. Et aussi, si vous êtes dans la région d'Ottawa-Gatineau, vous êtes bienvenus à venir à l'un de nos événements qui est le premier vendredi, à chaque premier vendredi du mois. On a un événement LAOZ, un événement de réseautage. Et toujours une petite surprise aussi. Et aussi en ligne, alors vous pouvez aller sur shedidit.ca ou laoz.ca pour nous joindre ce groupe de femmes dynamiques que nous sommes. Et on sera très heureuse de vous accueillir. Bye!